Le 12 février 2026, Quentin de Ranc, jeune militant politique de 23 ans, est lynché à mort par au moins 6 individus. Il faut néanmoins comprendre que cette agression est précédée par des provocations d'un groupe de militants identitaires auxquels la victime était mêlée et dont Quentin prenait part face à un autre groupe de jeunes militants d'ultra-gauche rassemblés en marge d'une conférence donnée par Rima Hassan dans une université de Lyon. Si les premières échauffourées ont donné lieu à quelques échanges de coups entre militants d'extrême droite et d'extrême gauche en nombre à peu près équivalent, ces premières violences se sont vite éteintes avec la dispersion du groupe de Quentin. Cependant, des militants du camp d'en face s'autoproclamant antifascistes commencèrent la traque de ce dernier ainsi que 2 de ses camarades pour finalement les agresser en surnombre. Si 2 personnes parvinrent à s'extraire de cette rixe et s'enfuir, Quentin se retrouva au sol, subissant de multiples coups à la tête avant de s'évanouir. Une fois ses agresseurs partis, l'un de ses amis vint à son secours. Quentin, reprenant provisoirement ses esprits, refusa d'être pris en charge par les secours et c'est finalement quelques centaines de mètres plus loin qu'il s'effondra avant de succomber à ses blessures 2 jours plus tard à l'hôpital. Ce décès a suscité une considérable vague d'indignation en France, non seulement chez les personnes dites de droite ou d'extrême droite, mais aussi dans des cercles plus populaires de la gauche véritable ou les milieux souverainistes plus détachés de ces clivages idéologiques entretenus en vue de nous diviser sur des sujets sociétaux sans intérêt au regard d'un certain nombre d'enjeux démocratiques, économiques et géopolitiques que la France se doit de résoudre. Vigimedia, fidèle à ses valeurs en matière de défense de la liberté d'expression et du pluralisme des opinions, ne peut que s'insurger face à toute forme de violence politique qui, quel que soit le bord idéologique revendiqué par ses protagonistes, relève précisément du fascisme. Nous rappelons que la définition courante du fascisme, si l'on exclut l'origine de ce mot au travers de la politique de Mussolini en son temps, est le fait d'imposer un régime totalitaire par la violence, la censure et les intimidations contre toute forme d'opposition. Ainsi, le fascisme n'est pas le propre d'une idéologie particulière, mais d'une vision de la société qui exclut les antagonismes politiques par des comportements violents. Lorsque des militants ou dirigeants politiques veulent interdire à leurs opposants d'exprimer leurs opinions ou même simplement d'exister, c'est du fascisme. Lorsqu'une personne se fait tuer du fait de ses propres opinions, celle-ci a été indéniablement assassinée par des fascistes. Ces derniers ont beau jeu de s'autoproclamer antifascistes, il n'en reste pas moins que tout dans leurs actes témoignera d'un comportement authentiquement fasciste. Cependant, cette tragédie suit une chronologie des événements qui, sans dédouaner les agresseurs de leur responsabilité pénale, jette le discrédit sur chacun des groupes militants impliqués. D'un côté, Quentin a pris part aux actions d'un groupe de militants ayant provoqué un autre en marge d'une conférence d'une dirigeante politique de gauche. Il était également associé à un collectif féministe, Némésis, qui, quoique de façon plus pacifique que ses comparses identitaires situés quelques mètres plus loin, faisait valoir son désaccord avec le fait qu'une personnalité politique ait le droit de s'exprimer. De l'autre, des militants d'ultra-gauche qui n'avaient plus de raison d'être sur la défensive une fois leurs adversaires dispersés, n'ont pu s'empêcher de poursuivre le jeune homme et 2 de ses comparses pour l'agresser. Dans ces 2 situations, il n'y a aucun idéal démocratique, de tolérance, de débat contradictoire ou du respect de ses oppositions qui n'a été défendu par chacun des protagonistes. De façon plus générale, l'explication d'une posture défensive de la part des proches des agresseurs de Quentin ne convainc personne. Si des groupuscules d'extrême droite ont commis des crimes et des agressions depuis plusieurs décennies, leurs méfaits restent largement marginaux face aux violences gratuites et tout azimut reprochées à la mouvance dite Antifa. Ainsi, de nombreux militants et journalistes alternatifs, à milieu des idéologies défendues par ces groupuscules, subissent depuis des années des intimidations et des violences en réunion de la part de ces autoproclamés antifascistes. Des militants souverainistes, dont le combat vise à nous libérer de la tutelle de l'Union européenne, des militants démocrates, défendant l'organisation d'une constituante et promouvant la démocratie directe, des gilets jaunes et autres militants alternatifs qui ont le tort de ne pas vouloir se rattacher à une quelconque obédience identitaire ou d'extrême gauche, mais simplement de défendre nos intérêts nationaux sur des sujets économiques, géopolitiques ou démocratiques. Moi-même, j'ai dû faire face dans ma trajectoire militante à de telles agressions,
mais aussi à des campagnes calomnieuses visant à la fois à m'empêcher toute discussion avec des militants de gauche, mais aussi salir mon nom et être fiché, ce qui permettait à n'importe quel groupuscule dit Antifa de me reconnaître sur un lieu de manifestation afin que j'en sois extrait par la force au besoin. J'ai également été témoin direct ou indirect d'agressions sur des camarades ou des journalistes alternatifs qui, je puis le certifier, ne sont nullement des individus violents et sectaires dans leurs actes et engagements politiques. Ces violences et intimidations ont été décuplées à l'époque des Gilets jaunes, car une certaine gauche constatait que ce mouvement populaire lui échappait, là où les souverainistes et partisans de la démocratie réelle, ainsi que ceux qui voulaient simplement renverser Emmanuel Macron, trouvaient un écho favorable aux yeux des Français. Il fallait reprendre le contrôle du mouvement, sinon en briser ses ferments populaires, et nous avons vu comment dans les grandes villes de France, ces fameux antifas ont agi pour détourner des mobilisations, provoquer la maréchaussée en sachant que cela la pousserait à réagir de façon violente contre l'ensemble des manifestants, intimider, voire tabasser des militants souverainistes présents et imposer leur vue idéologique en tentant d'établir leur fameux cordon sanitaire sur des sujets qui, à leurs yeux, devaient être exclus du débat. Voilà pourquoi, en dépit du fait que l'on ne peut nier que des violences d'extrême droite existent bel et bien, la population française, qui a un minimum d'éducation politique et militante, témoigne de son ras-le-bol des violences émanées de ces groupuscules antifa qui ont aujourd'hui causé la mort d'un jeune homme dont qu'importe ses opinions et la bêtise de ses provocations, ayant entraîné son agression, méritait de vivre comme tout à chacun. Les antifas sont ainsi discrédités au même titre que ce qu'enseigne la morale du berger qui crie au loup. Ces groupuscules ont toujours revendiqué leur violence et leur hostilité au pluralisme des opinions, en arguant que leurs adversaires et victimes seraient en réalité des oppresseurs. Or, nous sommes très nombreux en France à ne pouvoir nous satisfaire de telles explications. Les antifas se défendent très rarement d'agressions qu'ils subissent directement. Ils agressent délibérément des gens dont ils ne partagent pas les convictions politiques. Et si dans ce cas d'espèce, ayant conduit au lynchage de Quentin, on peut leur accorder qu'il y avait effectivement eu une provocation violente de la part d'un groupuscule d'extrême droite à leur encontre, les Français sont tellement habitués à leurs agressions gratuites sur des personnes souvent isolées et parfaitement pacifiques, que leurs arguments visant à justifier ce lynchage, y compris se relevant de la véracité de la chronologie des faits, ne sont plus audibles. À force de mentir et de nier la gratuité de leur violence permanente opérée sur des militants politiques qui ne leur ont jamais rien fait, plus personne ne les croit lorsque, pour une fois, une partie des éléments qu'ils communiquent sont bel et bien avérés. Vigimedia rappelle que la censure et les violences politiques ne permettent jamais l'apaisement et l'autocritique sur les opinions de tout à chacun. Au contraire, ces comportements totalitaires ne peuvent que renforcer et radicaliser ceux qui subissent une oppression violente et une censure de leurs idées de la part d'un gouvernement ou de milices qui servent ses intérêts de façon indirecte. Dans ce cadre, nous invitons les deux personnalités politiques les plus citées dans cette affaire, bien qu'ayant un lien très indirect avec cette tragédie, à accepter un débat public et loyal que Vigimedia se propose d'organiser. Nous pensons qu'en démocratie, les opinions doivent se confronter avec des mots et non les points. Nous invitons donc Alice Cordier ainsi que le député Raphaël Arnaud, à qui nous allons envoyer ce jour un courrier en ce sens, à faire preuve d'exemplarité, de volonté d'apaisement et de faire valoir à leurs mouvances idéologiques respectives que l'on peut encore démontrer la pertinence de ces idées en les mettant à l'épreuve des arguments délivrés par ses opposants sans que personne ne se sente en danger d'être agressé à l'issue d'un tel débat. Nous proposerons ainsi à Alice Cordier et Raphaël Arnaud de nous livrer leurs analyses sur les fondements de ces violences politiques et comment rétablir un dialogue plus serein entre les oppositions. Mais nous leur poserons aussi des questions sur la situation politique et sociale de la France que les journalistes ignorent constamment. Nous aborderons les sujets qui forgent le clivage idéologique de leurs mouvances politiques respectives et nous leur demanderons de s'engager à ce qu'à l'issue de ce débat, toutes les personnes y ayant assisté ou participé puissent rentrer à leur domicile sereinement sans avoir à s'inquiéter de se faire agresser quelques rues plus loin. Ce serait ainsi une façon de prouver pour chacune de ces personnalités qu'elles souhaitent promouvoir le dialogue plutôt que la violence, qu'elles sont confiantes en la force de leurs arguments et informations pour ne pas craindre l'exercice du débat public qui peut mettre tout à chacun en défaut et qu'elles tiennent absolument à apaiser les tensions
à un moment de notre histoire où le peuple français a besoin d'un peu plus d'unité contre ses véritables oppresseurs, qui ne sont certainement pas des militants de gauche ou de droite, ni les étrangers ou toute catégorie de personnes n'ayant aucune mainmise sur le pouvoir médiatique et politique, mais bien ceux qui gouvernent directement ou indirectement notre pays et nous imposent un narratif médiatique visant à nous enchaîner sous la coupe d'intérêts financiers et géopolitiques prédateurs. Nous vous communiquerons la réponse d'Alice Cordier et de Raphaël Arnaud à notre invitation à un tel débat, et quelle que soit votre idéologie politique respective, nous vous invitons à les encourager par vos courriels à accepter notre proposition, surtout si vous souhaitez que les préjugés sur vos attaches partisanes soient battus en brèche par un authentique exercice démocratique librement consenti par chacune des personnes ici invitées à dialoguer. Il appartient à chacun de faire un effort vers l'apaisement, le dialogue et la volonté de trouver quelques consensus minimums qui ont permis au Conseil national de la résistance de prendre forme à une époque où le peuple français avait un besoin urgent d'unité contre ses oppresseurs du moment. À Vigimédia, nous sommes convaincus que les sujets qui nous divisent irrémédiablement peuvent trouver leur règlement démocratique par voie de référendum et qu'il existe aussi des points sur lesquels nous pouvons partager une volonté commune à même de rétablir l'unité de la nation sur ce qui est essentiel. Madame Alice Cordier, Monsieur Raphaël Arnaud, nous ne vous demandons pas d'abandonner vos convictions propres, mais simplement de vous montrer digne et exemplaire en ces tristes circonstances. Montrez à tous les Français qu'il reste encore un espace pour le dialogue entre opposants politiques en France, que la violence et la haine doivent être transcendées par l'intelligence et le débat. Un tel échange serait de nature à effrayer les tyrans qui nous gouvernent en leur démontrant que nous sommes capables, bien plus qu'eux, de faire un pas vers la démocratie, ce qui pourrait être la première pierre posée en vue de les renverser à terme.